C'est à ce moment-là qu'on va vivre le pire de l'inflation qu'on a connue en 2022, en 2023. Ça, c'est quelque chose qui peut se reproduire à nouveau. Vladimir Poutine a toujours cette arme énergétique dans ses mains. Bonjour, bonjour, je m'appelle Thomas Pellerin-Carlin, je suis député européen et c'est ma première vidéo pour faire le bilan du mandat. Donc c'est un test, c'est la première fois qu'on fait ça, qu'on poste sur YouTube. L'objectif de ce type de vidéo, c'est de pouvoir vous rendre compte, à vous, citoyens européens, des débats qu'on a ici au Parlement européen, mais surtout de mon action à moi en tant que député européen. Et j'espère qu'on pourra faire cette vidéo-là tous les mois, de manière à ce que vous puissiez avoir des informations d'actualité sur ce qui se passe ici à Bruxelles. Et j'espère aussi que ces éléments-là vont vous amener à commenter, à poser des questions. Et à l'avenir, on pourra adapter ce format de vidéo pour avoir des choses qui permettent d'atteindre l'objectif, qui est un objectif où moi, un élu, je rencontre aux gens qui ont le pouvoir en démocratie, c'est-à-dire aux citoyennes et aux citoyens. Donc, on démarre par une rétrospective 2024. C'est quoi en fait les premiers mois, les premiers pas d'un député européen au Parlement? Ça va être le premier sujet. Deuxième sujet, ce sera les questions climatiques, avec toutes les catastrophes humaines en réalité qui ont eu lieu au cours des derniers mois partout dans le monde et notamment en France. Ensuite, on parlera de la Russie et des enjeux de sécurité énergétique. Et enfin, on évoquera brièvement la question d'Elon Musk, avant que je puisse vous souhaiter quand même quelques vœux pour cette nouvelle année, parce qu'on est ici le 27 janvier 2025, donc j'ai encore le temps, j'ai encore quelques jours pour vous souhaiter des bons vœux. Et ce sera déjà pas mal pour ce programme de cette première vidéo. Voilà, donc vous connaissez YouTube, hein, donc là, en bas de la vidéo, vous avez la durée de cette vidéo et vous pouvez directement aller vers les moments qui vous intéressent. Si vous voulez juste entendre parler, par exemple, de sécurité énergétique et de Vladimir Poutine, vous pouvez directement aller à la partie de la vidéo qui va aborder ce sujet-là. Alors on démarre sur les premiers mois un peu d'un eurodéputé. Voilà, c'est mon premier mandat d'eurodéputé, mais c'est aussi mon premier mandat tout court. C'est la première fois de ma vie que je suis élu. Avant, dans ma vie, j'ai été chercheur, j'ai servi dans l'armée, j'ai fait pas mal de trucs, mais j'ai jamais eu une responsabilité de conseil municipal, de maire ou de conseiller régional. Et donc du coup, pour moi, c'est aussi une découverte de la politique. Et donc pas mal de choses que je découvre ici, c'est aussi lié à ça. Un des premiers éléments, moi, qui m'a surpris, c'est qu'en fait, quand on débarque au Parlement européen, alors, on a plein de petits trucs administratifs à faire pour des questions de sécurité, mettre sa photo sur son site internet, etc. Et c'est très bien. Mais il n'y a pas de moment un peu plus officiel où on prête serment, où on se rappelle pourquoi est-ce qu'on est là, c'est-à-dire d'agir dans l'intérêt des citoyens européens. Moi, quand j'avais été officier de réserve de l'armée de terre, j'avais été formé à l'école spéciale militaire de Saint-Cyr, et on avait une grande cérémonie qui s'appelle le Triomphe, pendant laquelle tous les gens qui, comme moi à l'époque, accédaient au grade d'officier, étaient baptisés. Pour ceux qui ne connaissent pas trop, c'est une cérémonie qui peut un peu rappeler les traditions de la chevalerie médiévale. Donc il y a un côté folklorique, mais moi, pour l'avoir vécu, je trouve que c'est quelque chose de très bien. C'est un rituel qui permet de rappeler qu'on a des fonctions particulières qui nous sont données et qu'on doit les exercer avec un sens de la droiture, de l'honneur et du service. Malheureusement, au Parlement européen, il n'y a pas ce type de tradition-là, donc c'était un peu ma première surprise. Et après, en fait, quand on arrive au Parlement européen, très tôt, on doit déjà recruter une équipe. Si vous voulez, un peu comme dans des films, il y a des acteurs et puis derrière, il y a des réalisateurs, des scénaristes, etc. et des techniciens. C'est un peu pareil au Parlement européen, où on a en fait pas mal de gens qui travaillent avec nous, des gens qui travaillent pour notre groupe politique, donc pour moi, le groupe des sociaux-démocrates, mais aussi des gens qui travaillent directement pour le député européen, des assistants parlementaires. Et donc du coup, moi, pendant les premiers mois, j'en ai recruté. Et donc du coup, parmi les premiers pas, c'est des choses assez particulières de recruter des gens qui vont pouvoir travailler avec nous. Et donc j'ai la chance d'avoir Nicolaï, Rose, Aude qui travaillent pour moi à Bruxelles, et surtout Thibaut qui travaille comme assistant local à Caen, chez moi en Normandie, de manière à ce que les débats qu'on a ici au Parlement européen puissent toujours rester connectés et qu'ils puissent être, si je puis dire, enracinés dans la réalité de nos territoires. Et donc, vu que je suis normand, la réalité normande, puisque c'est évidemment celle que je connais le mieux. En parallèle de ça, on a pu choisir nos différentes commissions parlementaires, c'est-à-dire les sujets sur lesquels on allait venir. Et pour moi, c'était clair depuis le début que moi, j'entrais en politique pour travailler sur les questions énergie, industrie, climat. C'est-à-dire les sujets
qui sont le cœur de mes activités de chercheur depuis plus de 11 ans. Et que du coup, c'est vraiment là où je me sentais le plus à l'aise, mais là aussi où je pense que tout simplement je serais le plus utile. C'est pour ça que j'ai pu accéder à ces commissions parlementaires-là, donc la commission qui s'occupe d'industrie et de l'énergie, et une deuxième commission parlementaire qui s'occupe d'environnement et qui, s'attaque notamment aux questions du dérèglement climatique. Et peut-être un dernier point sur ces premiers pas au Parlement européen, aussi ce que j'ai découvert, c'est aussi peut-être la partie la plus noire de la politique, ce qu'on appelle parfois la politique politicienne. Quelque chose où on n'est que dans des rapports de force, d'une grande brutalité et qui ne prennent pas en compte véritablement l'intérêt des citoyens et surtout qui ne prennent pas en compte la dimension historique de ce qui est en train de se passer. Ça a été... alors autant je savais qu'il y avait des hommes politiques cyniques, ça n'a pas été une découverte, mais là de les voir en action et surtout de voir ce qu'ils ont fait à partir de septembre, c'est-à-dire en fait la création d'une alliance entre la droite européenne et les extrêmes droites européennes. Et ça, on l'a vécu de manière très forte à la fin de l'année 2024, on le vit encore aujourd'hui. Et c'est quelque chose qui m'inquiète. Et en même temps, c'est aussi pour ça que je suis entré en politique, c'est justement pour combattre l'extrême droite. Pour vous donner peut-être juste un exemple, une des choses qui s'est passée, c'est au cours d'une loi sur la question environnementale. Cette loi, ici à Bruxelles, souvent il appelle la loi sur la déforestation. En fait, pour être plus précis, c'est une loi pour éviter qu'on importe en Europe des produits qui sont issus de la déforestation. Donc pour faire en sorte, par exemple, que lorsqu'on apporte de l'huile de palme, que vous pouvez retrouver dans des produits de grande consommation comme la pâte à tartiner, comme plusieurs pâtes à tartiner, je ne sais pas si j'ai le droit de les nommer, c'est ma première vidéo, je ne sais pas encore si j'ai le droit de donner des noms de marques sans me faire poursuivre juridiquement. Mais voilà, l'huile de palme, c'est quelque chose qu'on va retrouver dans beaucoup de nos aliments. Et il y a une partie de l'huile de palme qui est produite de manière, si je puis dire, globalement respectueuse de l'environnement. Une autre partie qui est issue de la déforestation, c'est-à-dire il y a des forêts, ces forêts sont rasées et à la place, ils mettent des grandes exploitations d'huile de palme. Donc cette loi-là, elle visait à éviter d'importer les produits issus de la déforestation, de manière à préserver notre environnement, nos forêts, notre planète, tout simplement. Et cette loi-là, elle a été attaquée dès le mois de septembre-octobre par une alliance nouvelle, qui est une alliance entre la droite et l'extrême droite. Et cette alliance, elle est doublement nouvelle. Premièrement, l'extrême droite n'a jamais été aussi nombreuse qu'aujourd'hui au Parlement européen. Et donc du coup, avant, il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a 15 ans, la droite et l'extrême droite seuls, ça ne faisait pas une majorité. Ils avaient besoin au moins des centristes et souvent des sociodémocrates. Donc ça a évité que l'extrême droite soit puissante. Aujourd'hui, l'extrême droite, elle est beaucoup plus nombreuse et c'est déjà un problème en soi. Mais, et c'est presque pire, on a des gens au sein de la droite européenne, notamment Manfred Weber, qui est pour l'instant le chef du Parti populaire européen, le premier groupe de droite ici au Parlement européen, qui a choisi de faire alliance avec l'extrême droite. Pas simplement de voter ensemble, mais de travailler ensemble étroitement pour déposer ensemble des résolutions, des textes, et pour se coordonner dans un travail politique. Et du coup, cette alliance-là, au Parlement européen, mathématiquement, elle a une très 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 faible majorité. C'est ce qu'on a vécu ici à Bruxelles pendant l'automne, avec des votes qu'on a perdus, et qu'on a perdus à quelques voix près. Je me souviens d'un vote en particulier où on a perdu à 2 voix près. Vous imaginez, on est 720 au Parlement européen, et ils font passer des amendements à 2 voix près, avec des amendements qui sont véritablement désastreux pour la protection de notre planète. Et ça, pour moi, ça a été une vraie surprise, très clairement. J'étais un peu naïf peut-être. Je pensais que la droite européenne n'était pas comme la droite française. Je pensais que la droite européenne était fidèle aux valeurs de la démocratie, même dans sa version démocratie chrétienne, que ces gens-là allaient rester les enfants des pères fondateurs de l'Europe, qui sont aussi issus de la démocratie chrétienne, comme Robert Schuman, qui est un Français, ou Alcide De Gasperi, qui est italien, ou Konrad Adenauer, qui est allemand. Voilà. Ça a été quelque chose que j'ai découvert durant les premiers mois, c'est que désormais, pendant les années à venir, en fait, il y a 2 combats à mener. Le combat en fait contre l'extrême droite bien évidemment, mais aussi un combat pour convaincre la droite républicaine, on dirait en France, la droite démocrate au Parlement européen, de continuer à coopérer avec d'autres forces démocrates plutôt que de collaborer avec des forces d'extrême droite de plus en plus nombreuses, de plus en plus violentes dans les mots pour l'instant et dans les actes peut-être dans les années à venir. Voilà. Donc ça m'amène à un deuxième sujet qui est la question des catastrophes climatiques. En fait, au Parlement européen, on a à peu près tous les mois un débat en plénière où on va aussi aborder des sujets d'actualité. Là, en fait, quasiment à chaque plénière, on a quasiment toujours un sujet lié à la dernière catastrophe
climatique. En septembre, c'était des feux de forêt au Portugal qui ont tué plusieurs pompiers. En octobre-novembre, on a eu les grandes inondations en Espagne, dans la province de Valencia. Après, on a eu Mayotte, qui est un territoire aussi qui fait partie pleinement de l'Union européenne, qui a été ravagé par un cyclone. Et là, depuis quelques semaines, on a les fameux incendies qu'on voit à Los Angeles, aux États-Unis. Beaucoup de gens, en fait, ont l'impression qu'il y a beaucoup plus de catastrophes climatiques ces derniers temps. Et cette impression-là, elle est juste, en fait. Elle est complètement cohérente avec l'état de nos connaissances scientifiques. Ça fait plusieurs décennies, on va dire au moins 50 ans en réalité, que les scientifiques spécialistes du climat alertent sur le fait que brûler du pétrole, du charbon et du gaz, ça émet du dioxyde de carbone, et ce dioxyde de carbone réchauffe la Terre, ou en tout cas renforce un phénomène qui s'appelle l'effet de serre, et du coup provoque une hausse des températures mondiales sur notre planète. Alors, c'est un phénomène qui est scientifiquement est connu depuis hyper longtemps. En fait, c'est des acteurs comme Svante Arrhenius qui au 19e siècle, avait déjà les compréhensions théoriques et les liens. Et Svante Arrhenius en 1896 fait même une estimation de combien d'augmentation, enfin du fait pour être plus précis, Svante Arrhenius estimait que si on doublait la concentration de dioxyde de carbone dans l'atmosphère, l'augmentation des températures moyennes mondiales serait de 4 degrés. Il avait globalement raison sur, disons, les grands ordres de grandeur, même si évidemment aujourd'hui, en 2025, on est capable de calculer ça de manière beaucoup plus fine. Et ça fait, on va dire, au moins une cinquantaine d'années qu'il y a une compréhension suffisamment claire entre les émissions de gaz à effet de serre d'un côté, le réchauffement climatique observé quand on regarde l'évolution des températures et des catastrophes comme des inondations, des sécheresses, des incendies. Et on sait que ce dérèglement climatique, plus il continue, plus ces catastrophes-là sont nombreuses et surtout plus elles sont intenses. Et du coup, ce qui était avant une petite inondation dont en fait on n'aurait pas parlé dans les journaux, peut-être éventuellement le journal local, mais pas au niveau du journal national ou mondial, et aujourd'hui, ça devient une inondation aussi grave que celle qui a eu lieu en Espagne, qui fait l'objet de discussions pas simplement dans la région où elle a eu lieu, mais aussi dans le pays, au niveau européen et même au niveau mondial. Et donc du coup, clairement, on connaît ce lien. Moi, ce qui me surprend dans les débats qu'on a au Parlement européen, c'est que ce lien, en fait, il n'est pas systématiquement rappelé. Alors il y a des gens comme nous, les sociodémocrates, mais aussi les Verts et des centristes qui rappellent évidemment ce lien-là, qui rappellent que la raison pour laquelle on agit pour le climat, c'est avant tout pour limiter le nombre de catastrophes climatiques qu'on aura dans le futur. Mais il y a aussi des gens qui ne font pas du tout le lien. Moi, j'ai assisté à des débats où on m'expliquait que la raison pour laquelle le cyclone avait eu lieu, c'était à cause de l'immigration à Mayotte. Et donc on a actuellement une partie du Parlement européen, à l'extrême droite, mais pas que, qui est dans une sorte de déni de l'existence du dérèglement climatique. Pour les plus extrêmes, c'est un déni, ils disent même que ça n'existe pas. Donc ils mentent de manière éhontée, comme ça a été le cas notamment d'une eurodéputée de l'extrême droite allemande. D'autres vont être dans une autre forme de déni. Ils ne vont pas dire que ça n'existe pas, mais ils n'en parlent pas. Et même quand il y a les catastrophes climatiques, la question du dérèglement climatique ne va pas être évoquée, alors qu'évidemment c'est elle qui explique le nombre et l'intensité de ces catastrophes climatiques-là. Et à vrai dire, moi-même, là, en vous en parlant, je continue à parler de catastrophes climatiques, mais je me demande si on ne devrait pas parler de catastrophes humaines. Parce qu'en fait, ces catastrophes-là, elles étaient prévues. Alors évidemment, on ne savait pas qu'à tel moment, dans 5 ans, à tel endroit, il y allait avoir une inondation. Mais on sait que plus on brûle du pétrole, du charbon et du gaz, plus on rend ces catastrophes-là, en fait, inévitables et surtout très graves par leur impact sur les vies humaines. Troisième point que je voulais aborder avec vous, c'est la question de la Russie et de notre sécurité énergétique. Alors peut-être pour résumer, c'est quoi un peu le problème qu'on a ? Le problème qu'on a, il date en gros du milieu des années 2000. Vous vous rappelez, donc moi quand je suis né en 1989, la Russie existait comme étant un État qui faisait partie d'une fédération qui s'appelait l'Union soviétique. Cette fédération s'est effondrée sur elle-même sous les coups de boutoir des peuples qui voulaient leur liberté. Le peuple polonais, le peuple ukrainien, le peuple estonien ont souhaité du coup être libres et se libérer du joug soviétique. Et la Russie a vécu une période très compliquée dans les années 90. Et à la toute fin des années 90, en 1999, arrive au pouvoir quelqu'un qui à l'époque apparaît comme étant une sorte de réformateur qui peut à la fois moderniser et stabiliser la Russie. Cet homme-là, c'est Vladimir Poutine. Poutine, dès le début, il utilise la guerre pour arriver à ses fins politiques. À partir de 2008, Vladimir Poutine a utilisé la force militaire pour s'attaquer à la Géorgie. En 2014, il a déclenché une guerre contre l'Ukraine en annexant la Crimée et en menant une guerre dans le Donbass. Et en 2022, il a choisi de lancer ce qu'il a appelé à l'époque son opération militaire spéciale, donc était une tentative d'invasion très rapide de l'Ukraine. Vladimir Poutine, il s'est préparé à ça, très clairement. Et donc, l'année d'avant, dès 2021, Vladimir Poutine, il a une analyse
qui est sur le fond assez juste, qui est de dire que le principal point faible de la liberté de l'Ukraine, c'est la capacité des Occidentaux à soutenir l'Ukraine. Et donc Poutine, dès 2021, fait un travail de sape parce qu'il veut créer des problèmes chez nous en France, chez nous en Allemagne, chez nous en Italie, chez nous en Pologne, de manière à nous affaiblir nous, mais aussi à nous empêcher d'aider les gens qui sont sur la liste des pays que Vladimir Poutine veut envahir. Et donc du coup, à l'été 2021, Vladimir Poutine il commence à baisser ses exportations de gaz à destination de l'Union européenne. Et ça, on le voit très bien dans les données, c'est des données qui sont publiquement accessibles, et on pourra mettre le lien vers le site internet de Bruegel qui permet de voir les évolutions mois par mois des exportations de gaz russe à destination de l'Union européenne. Et on voit bien qu'à partir de l'été 2021, Poutine choisit de baisser ses exportations de gaz à destination de l'Union européenne. Du coup, quand il y a moins d'offres de gaz, le prix du gaz augmente et ça a aussi un impact sur les prix de l'électricité partout en Europe, y compris en France. Et si vous vous souvenez bien, en fait, le moment où en France on commence à parler d'inflation, du bouclier tarifaire face à la crise des prix de l'énergie, c'est octobre 2021. Et moi, je me souviens très bien de cette période-là. Je travaillais à l'Institut Jacques Delors en tant que directeur du centre énergie de l'Institut. Donc, on a suivi ça en détail. On a aussi publié des papiers dès le mois de septembre, dès le mois d'octobre sur ces sujets-là. Et donc, à ce moment-là, il y a eu en fait un premier problème avec la Russie. C'est-à-dire que la Russie de Vladimir Poutine a utilisé l'énergie comme une arme pour provoquer de l'inflation chez nous, de manière à nous déstabiliser, de manière à nous affaiblir. Donc ça, c'était 2021. En 2022, Vladimir Poutine lance ses chars sur Kiev, la capitale de l'Ukraine. Et les soldats ukrainiens, soldats actifs, réservistes, mais aussi beaucoup de gens qui étaient civils et qui s'engagent dans l'armée à ce moment-là, réussissent à infliger une défaite majeure militaire à Vladimir Poutine, notamment au nord de Kiev. Cette bataille-là, autour de Kiev, elle dure 6 à 8 semaines. Et après cette bataille-là, Vladimir Poutine retire ses troupes du nord de l'Ukraine pour continuer la guerre qu'il mène en fait depuis bientôt 3 ans, qui est une guerre d'attrition dans l'est de l'Ukraine, dans le Donbass et dans le sud de l'Ukraine. Cette guerre, elle est militaire, mais elle est aussi énergétique. Et donc du coup, le printemps 2022, le moment où il réarticule son dispositif militaire, c'est aussi le moment où il réarticule son arme énergétique. Et donc du coup, là, les exportations de gaz russe à destination de l'Union européenne vont complètement s'effondrer. Et c'est à ce moment-là qu'on va vivre le pire de l'inflation qu'on a connue en 2022, en 2023. Ça, c'est quelque chose qui peut se reproduire à nouveau. Vladimir Poutine a toujours cette arme énergétique dans ses mains. On est dans une situation où il y a cette guerre-là. Mais cette guerre-là, elle a une grande dimension énergétique. En un sens, on peut dire que la guerre que Vladimir Poutine mène contre l'Ukraine, contre le peuple ukrainien, c'est une guerre des hydrocarbures. Et c'est une guerre des hydrocarbures parce que cette guerre-là, elle est financée par l'argent des hydrocarbures. Ce qui fait que Vladimir Poutine a des missiles à envoyer sur des hôpitaux. Ce qui fait que Vladimir Poutine est capable d'acheter de la chair à canon de mercenaires nord-coréens, c'est parce qu'il a de l'argent. Et cet argent-là, il vient du pétrole et du gaz que Vladimir Poutine continue à vendre à l'Europe, notamment à la France qui achète beaucoup de gaz naturel liquéfié russe grâce à l'alliance entre deux entreprises, Total, entreprise française bien connue, et Novatek, qui est une entreprise russe qui continue à être très largement protégée des sanctions européennes et américaines, peut-être justement parce qu'elle a des alliances très importantes avec des acteurs économiques clés chez nous. Et donc Vladimir Poutine continue à vendre son pétrole et son gaz et à transformer du coup du pétrole et du gaz en argent pour mener sa guerre. C'est pour ça que je pense important que nous, Européens, on se ressaisisse de cette question énergétique. À la fois parce qu'elle est centrale dans notre action pour le climat, pour éviter qu'il se passe à nouveau ce qui s'est passé durant les derniers mois à Mayotte, à Los Angeles, au Portugal ou en Espagne, mais aussi parce que c'est en produisant de l'énergie chez nous, plutôt qu'en achetant à la Russie, qu'on sera capable d'affaiblir Vladimir Poutine. Et chez nous, en France et en Europe, on n'a pas de pétrole, on n'a pas de gaz, mais on a du vent, on a du soleil, on a la chaleur de la terre. On a surtout beaucoup d'idées pour consommer moins d'énergie, consommer mieux et produire de l'énergie autrement. C'est pour ça que moi, le premier sujet sur lequel je vais être, disons, le chef de file des sociodémocrates européens, c'est la nouvelle stratégie européenne de sécurité énergétique. Et donc ça, pour moi, c'est ma priorité de début d'année, de travailler sur cette nouvelle stratégie européenne de sécurité énergétique, de manière à ce qu'on puisse consommer moins d'énergie en Europe, mais surtout qu'on puisse produire de l'énergie chez nous grâce à toutes les énergies renouvelables, de manière à pouvoir nous débarrasser de notre dépendance aux énergies fossiles et notamment du coup de notre dépendance à Vladimir Poutine.
Ensuite, je vais dire un petit mot sur ce qui s'est passé autour de Elon Musk. Donc là, je vous ai beaucoup parlé de fin 2024. Je vais faire une petite exception et vous parler des tout premiers jours de l'année 2025. Voilà, on a suivi évidemment ce qui s'est passé aux États-Unis. Depuis quelques années, Elon Musk se fait le porte-parole de propos complotistes, antisémites et a clairement rejoint la mouvance de l'extrême droite suprémaciste blanche. Et Elon Musk, s'il était qu'un citoyen parmi d'autres, bon, ce serait une mauvaise nouvelle parce que plus il y a de racistes, moins bien on se porte sur Terre. Mais à la rigueur, si c'était qu'une personne parmi d'autres, ça irait. Le problème, c'est qu'il est la première puissance économique mondiale, c'est l'homme le plus riche du monde. C'est aussi l'homme qui détient un des réseaux sociaux qu'on appelait Twitter, dont il a changé le nom sous le nom de X. Et c'est aussi désormais une sorte de vice-président officieux des États-Unis, puisqu'il a joué un rôle clé dans la reconquête du pouvoir par Donald Trump. Et donc du coup, Elon Musk, aujourd'hui, il a décidé de mener une attaque frontale contre les démocraties européennes. Pour l'instant, il n'attaque pas trop directement la France, parce qu'on n'a pas d'élection qui arrive tout de suite maintenant. Mais il attaque en priorité la gauche. D'ailleurs, c'est intéressant, l'ennemi d'Elon Musk, c'est évidemment la démocratie, mais les premiers ennemis qu'il attaque, ce sont les sociodémocrates. Il n'attaque pas les centristes, il n'attaque pas les gens de droite, enfin en tout cas les attaque aussi, mais moins. Mais aujourd'hui, il s'attaque à deux gouvernements particuliers. Le gouvernement britannique, qui est mené par des sociodémocrates depuis les élections qui ont eu lieu à l'été 2024, et le gouvernement allemand, qui est mené par le social-démocrate Olaf Scholz, gouvernement allemand qui va aller aux élections le 23 février prochain. Du coup, moi, c'est vrai que ça me surprend. Voilà, il y a peu de gouvernements sociodémocrates qui sont actuellement au pouvoir en Europe. Et les deux priorités d'Elon Musk en termes d'attaque à la démocratie européenne, c'est une attaque en particulier contre les sociodémocrates. C'est peut-être un hasard. C'est peut-être aussi lié au fait que nous, sociodémocrates, on a des vraies idées pour l'empêcher d'agir, pour réduire son pouvoir politique, pour limiter sa capacité à transformer sa puissance économique en un outil d'ingérence dans nos démocraties. Et donc là, à très court terme, on en a pas mal parlé avec les autres députés européens qui ont été élus sur la liste portée par Raphaël Glucksmann. On a choisi de quitter la plateforme X, mais avant tout, ce qu'on doit faire, c'est pas simplement de quitter une plateforme sur laquelle on ne pense plus pouvoir être utile, c'est de changer les lois, de faire en sorte que plus jamais quelqu'un comme Elon Musk puisse s'attaquer aux fondements de la démocratie et de la souveraineté européenne. Ça, c'est des réflexions et un travail qu'on mène. Chez nous, au sein du parti Place Publique, c'est Raphaël Glucksmann et Aurore Lalucq qui mènent en particulier ce travail-là. Et donc, du coup, moi, je travaille avec eux pour qu'on puisse trouver des solutions qui puissent ensuite être mises en place dans le droit européen. Il y a heureusement une partie du droit européen qui est déjà bien sur papier. Encore faut-il le mettre en œuvre, et ça va être une des priorités. Et une partie du droit européen qui doit être améliorée. Et ça, c'est un combat qu'on va devoir mener cette année 2025, mais aussi dans les années à venir, puisque Elon Musk n'est que, si je puis dire, l'arbre qui cache la forêt. C'est lui qui est le plus visible. C'est lui qui, par exemple, en faisant un salut nazi, ne nous permet pas trop de douter sur son allégeance à l'extrême droite, et à l'extrême droite notamment la plus ténébreuse et la plus désastreuse de l'histoire humaine. Mais derrière Elon Musk, il y en a aussi d'autres. Mark Zuckerberg, par exemple, s'est rallié à cette approche-là. Moi, j'ai passé une petite heure de ma vie à écouter une interview entre Mark Zuckerberg et Joe Rogan. Joe Rogan, il n'est pas très connu en Europe, mais aux États-Unis, c'est un mec qui fait un podcast qui est très connu, très suivi. Et j'ai écouté cet entretien-là pour savoir un peu ce que Mark Zuckerberg racontait. Et on voit effectivement l'appétence, en tout cas la proximité qu'il a avec des idées qui sont clairement des idées d'extrême droite. Il y a Mark Zuckerberg, côté américain, mais si on va en France, on connaît évidemment le rôle incroyable que Vincent Bolloré a, puisqu'il a transformé des radios que je pouvais écouter quand j'étais, il y a encore quelques années, des radios comme Europe 1 ou certaines chaînes de télé qui ont disparu et sont devenues des organes de propagande au service d'une cause politique antidémocratique, anti-européenne, qui promeut les idées de l'extrême droite sans laisser aucune place véritablement au débat contradictoire. Donc voilà le monde dans lequel on vit. 2025, c'est une année où peut-être je vais vous souhaiter une première chose. Beaucoup d'entre vous qui m'écoutent l'ont déjà pris en compte, se sont déjà rendus compte, mais on vit aujourd'hui dans un monde de brutes. Et dans ce monde de brutes-là, il faut que nous-mêmes on soit forts. Donc du coup, mon premier vœu, c'est déjà un vœu pour vous au niveau individuel. Pour pouvoir être fort politiquement, faut aussi être capable d'être fort émotionnellement et fort aussi dans sa santé. Et donc, ça peut paraître un peu banal de souhaiter une bonne santé en 2025, mais en réalité, et on a tous vécu des drames dans notre famille qui nous l'ont rappelé, que la santé, c'est la base.
Si on n'a pas la santé, c'est très compliqué d'avoir le bonheur, mais aussi la liberté d'esprit, de pouvoir penser à autre chose, de pouvoir lire, à la fois lire pour son propre plaisir, mais aussi en tant que citoyen, être capable de se confronter à de nouvelles idées. La santé, c'est aussi essentiel pour avoir le temps, du temps pour militer dans un parti politique pour ceux qui font le choix de le faire. Et je pense que c'est important en 2025 de militer dans un parti politique pour pouvoir revivifier la démocratie, mais aussi dans toutes les autres formes de militantisme. Auprès d'une organisation qui protège les oiseaux, par exemple, auprès d'une organisation comme le Secours populaire ou les Restos du Cœur qui viennent concrètement en aide à celles et ceux d'entre nous qui font face à de grandes difficultés. Donc des vœux de bonheur, des vœux de santé, mais à la fin des vœux d'action. On vit dans un monde de brutes. Beaucoup d'entre nous ont connu quelques brutes au lycée. Et on sait que ces gens-là, on est capable de les remettre à leur place. Mais pour ça, il faut agir. Il faut qu'on soit fort, individuellement, mais surtout collectivement. Puisque ce qui fait la force des brutes, c'est leur capacité à s'attaquer aux plus faibles d'entre nous et à s'attaquer à eux un par un. Du coup, en 2025, il faut qu'on agisse ensemble, avec intelligence, avec aussi un sens du dialogue et de la discussion entre nous, de manière à pouvoir comprendre nos désaccords et peut-être aussi trouver des pistes de compromis pour qu'on puisse, en France et en Europe, agir ensemble, faire face à ces brutes qui brutalisent nos débats politiques, qui brutalisent aussi la situation au niveau mondial. Et ces brutes-là, que ce soit Poutine, Netanyahou ou Trump, c'est des gens qu'on peut renvoyer dans les poubelles de l'histoire. Mais pour ça, il faudra beaucoup de travail. Et c'est aussi un vœu du coup que je souhaite à celles et ceux d'entre nous qui peuvent contribuer à faire ce travail de fond, de manière à mettre les valeurs de notre République, liberté, égalité, fraternité, à nouveau au cœur de notre manière d'être ensemble. Pas simplement d'être ensemble politiquement, mais aussi d'être ensemble entre Français, entre Européens, aujourd'hui, en 2025. Voilà. Donc on arrive à la fin de cette première vidéo. Merci à ceux qui sont restés jusqu'au bout pour la regarder. Voilà, l'objectif c'est de faire une sorte de petit résumé voilà, sur la base de chaque mois. Donc là on est fin janvier, j'en ferai une j'espère fin février ou début mars. Sentez-vous libre de commenter si jamais vous voulez poser des questions, faire part de critiques. Moi je vais avoir le temps de lire tous les commentaires de cette vidéo. Vous pouvez aussi vous abonner à cette chaîne YouTube et activer la cloche pour avoir les notifications de manière à ne pas rater les prochaines vidéos qui vont sortir. À très vite.